Merci aux organisateurs de nous avoir inclus dans ce programme afin de vous parler de la prise en charge du traumatisme du rachis cervical de l'enfant au service de neurochirurgie du CHU de Béjaïa. Comme vous le savez tous, le traumatisme du rachis cervical de l'enfant pose un problème de santé publique du fait de sa gravité par les risques des atteintes traumatiques, surtout médulaires, que le traumatisme peut engendrer. Ils sont de plus en plus fréquents vu la recrudescence des accidents de la voie publique. Ils peuvent engager le pronostic fonctionnel, voire vital, d'où la nécessité d'un diagnostic précoce et d'une prise en charge adéquate. Nous faisons cette étude afin de déterminer les aspects épidémiologiques et cliniques, voire radiologiques, optés dans notre service. Quelques chiffres, le traumatisme du rachis cervical chez l'enfant est une entité rare, moins de 5% de l'ensemble des traumatismes. Le rachis cervical est le plus touché entre 60 et 80%. On note une prédominance masculine et les accidents de la voie publique ainsi que les chutes représentent la cause la plus fréquente. Un quart de patients se présentent dans un contexte de polytraumatisme. Le rachis cervical est un empilement de 7 vertèbres, subdivisé en 2 parties, rachis cervical supérieur et inférieur. Il est nécessaire de connaître quelques particularités anatomiques présentes chez l'enfant, à savoir l'horizontalisation des facettes articulaires, l'hyperlaxité ligamentaire et la disproportion de la masse entre la tête et le reste du corps. Bien sûr, quelques points à connaître. Les points d'ossification qui sont présents au niveau du rachis cervical supérieur surtout, au niveau de l'atlas et au niveau de l'axis, qui peuvent constituer des pièges radiologiques. Le rachis cervical est une structure très très mobile. On lui reconnaît donc quelques facultés, 3 facultés, flexion, extension estimée à 110 degrés, la rotation 80 à 90 degrés et l'inclinaison latérale dans 70 degrés. Donc les étiologies sont multiples. La cause dominante, c'est les accidents de la voie publique, suivie des chutes, sans oublier les accidents sportifs et bien sûr rarement les traumatismes obstétricaux. Les lésions observées résultent de diverses forces agissant simultanément, mais dont l'une est dominante. Donc, nous retrouvons la compression axiale, l'hyperextension, l'hyperflexion, la rotation et la distraction longitudinale. Tout ça engendre des lésions du rachis cervical supérieur et inférieur, avec des lésions osseuses, fractures, des lésions disco-ligamentaires, les luxations, les lésions nerveuses et les lésions mixtes. Le diagnostic, il est généralement clinique, mais confirmé par la radiologie. Clinique, ce sont des patients qui se présentent avec des déformations rachidiennes, des contractures paravertébrales, voire des ecchymoses aussi paravertébrales. Les images montrent l'inclinaison, le torticolis qui est très évident. Devant ce cas, donc, il faut une évaluation neurologique qui reste d'une importance capitale à la recherche des atteintes sensitives et motrices, et rechercher aussi un niveau lésionnel médulaire. Une fois la suspicion du traumatisme du rachis est faite, on complète par les examens radiologiques. La radio standard reste toujours d'actualité, mais le gold standard, c'est le scanner qui montre le siège et le type de la lésion. L'IRM, elle est réservée pour l'IRM médulaire, cervicale, elle est réservée pour les patients qui présentent des troubles neurologiques. Chapitre de prise en charge, donc chapitre donc traitement médical, traitement orthopédique et traitement chirurgical. Mais la prise en charge, elle commence déjà sur le lieu de l'accident avec un ramassage correct, transport médicalisé, une réanimation si nécessaire. Nous faisons appel aux corticoïdes, aux antalgiques et myrolaxants qui sont d'utilisation courante. Le traitement orthopédique après une réduction sous prémédication au bloc opératoire. Il y a des malades on a eu recours à la traction et la contention avec un collier ou bien une minerve articulée.
Le traitement chirurgical, il est rare chez l'enfant, mais dans certains cas, il vise à réduire la déformation, donc la décompression et bien sûr la stabilisation du rachis. Donc notre travail est une étude rétrospective de 25 cas réalisés sur une période de 5 ans, allant de 2016 à 2022. Nous avons utilisé une fiche d'exploitation. Les critères de sélection sont les enfants ayant une lésion du rachis post-traumatique et des enfants dont l'âge est inférieur ou égal à 3 ans. Donc, au terme de notre étude, nous avons obtenu les résultats suivants. Donc, en matière de pour ce qui est de la fréquence, nous avons noté 25 cas durant 5 ans, soit 5 cas par année, donc ce qui explique la rareté de cette pathologie. Pour l'âge, donc la tranche d'âge la plus touchée est de 4 à 8 ans, mais l'âge moyen était de 7 ans. Donc les traumatismes du rachis augmentent de fréquence. De plus en plus, l'âge avance. Dans notre série, donc, nous avons retrouvé une prédominance féminine, contrairement à la littérature, où on note une prédominance masculine. Mais dans notre série, nous avons retrouvé des chiffres avoisinant 70% de sexe féminin. Les causes du traumatisme sont dominées par les chutes et les accidents de la voie publique avec des chiffres avoisinant donc 80%. Le mécanisme, donc, il est très varié. On peut avoir l'hyperflexion, l'hyperflexion en rotation dans 56%, l'hyperextension et même flexion-extension. Donc, tous les mécanismes ont été retrouvés dans notre série. Pour ce qui est de délai de consultation, la majorité des patients ont consulté les premières heures après le traumatisme, à savoir 68% de patients ont consulté, à savoir 17 cas dans notre série ont consulté les premières heures après le traumatisme. Le motif, généralement, et dans la quasi-totalité des cas, ce sont des cervicalgies avec des attitudes vicieuses. L'état de conscience, l'évaluation de l'état de conscience, elle est importante dans le traumatisme du rachis cervical parce qu'il y a des lésions associées. Et dans notre cas, la majorité, 22 cas, donc 88% des enfants étaient scorés à 15. On a eu un seul cas où le score de Glasgow était à 6. Donc c'était un patient comateux. Donc les lésions associées, comme on l'a déjà dit, donc généralement c'est l'association avec un traumatisme crânio-facial. La symptomatologie neurologique dans notre série n'est pas riche, mais elle est grave. Donc nous avons retrouvé une hémiparésie, un syndrome pyramidal irritatif et bien sûr des troubles génito-sphinctériens. Le rachis cervical supérieur était le plus touché avec 21 cas, à savoir 84%. La lésion la plus fréquente, c'était la dislocation, la luxation C1-C2 et bien sûr la fracture de C2, mais nous avons retrouvé presque toutes les lésions rencontrées dans le rachis cervical. Une politique particulière dans notre service, c'est qu'on ne traite pas chirurgicalement les lésions rachidiennes chez l'enfant, vu la croissance, et ça concorde avec la littérature. Donc tous nos patients ont été traités médicalement et bien sûr orthopédiquement. L'évolution à court terme, 3 de nos patients ont présenté des complications infectieuses au point d'impact de Minerve. À long terme, persistance de quelques signes cliniques radiologiques chez 4 patients. Donc en conclusion, les traumatismes du rachis cervical chez l'enfant imposent une démarche diagnostique très rigoureuse. L'examen et la prise en charge doivent être adaptés en fonction de l'âge de l'enfant. La particularité du rachis de l'enfant impose une connaissance des spécificités et des pièges radiologiques de celui-ci pour ne pas méconnaître ou diagnostiquer à tort ces lésions. L'évolution est généralement favorable avec un traitement orthopédique. La chirurgie du rachis de l'enfant est de dernier recours vu le risque de complications.
Merci.